Média 30, télévision, votre chaîne, vos histoires, votre fierté. Nous bâtirons un pays citoyen, entonné, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté, Congo, don béni, Congo, des aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons au soleil, nous assurerons la 30 juin au doux soleil, 30 juin et 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité. Et une vive reconnaissance que je prends la parole au nom du représentant résident du PNUD à l'occasion de l'ouverture de cet atelier consacré à la gestion axée sur les résultats et suivi évaluation. Organisé par la cellule réforme de la police avec l'appui et l'appui technique et financière du PNUD et de la police des Nations Unies en Pôle. Mesdames et messieurs, cet atelier ne constitue pas seulement une formation technique. Il répond à un enjeu stratégique. Outiller la police nationale congolaise pour accomplir pleinement ses fonctions légales, à savoir assurer la sécurité publique, protéger les personnes et les biens, faire respecter les droits de ce beau pays, dans un environnement marqué par des attentes accrues en matière de performance, de transparence et de redevabilité. Dans un contexte de réforme approfondie, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines de la PNC n'est pas une option, mais une nécessité absolue. Les défis sécuritaires actuels exigent une police plus efficace grâce à des méthodes modernes de planification et de suivi des interventions, plus proches des citoyens, en s'appuyant sur la confiance mutuelle, et plus responsable en rendant compte des résultats obtenus et des résultats et des ressources engagées. Mesdames et messieurs, le suivi et l'évaluation et la gestion axée sur les résultats permettent de mesurer objectivement les problèmes, d'identifier les améliorations à apporter et de démontrer l'impact réel des actions policières sur la vie des citoyens. En dotant la PNC d'outils et de compétences en la matière, nous favorisons une utilisation optimale des ressources. Nous renforçons la capacité de réponse face aux menaces et incidents et nous consolidons la légitimité institutionnelle par la démonstration des résultats obtenus. Durant ces 4 jours, les participants vont acquérir les fondamentaux nécessaires pour mettre en place et gérer un système de suivi et évaluation adapté aux projets, programmes et politiques de la PNC. Maîtriser les outils pratiques permettant d'appliquer les principes de gestion axés sur
des résultats. Renforcer leur capacité à institutionnaliser cette fonction dans leurs structures respectives afin de pérenniser une culture de performance. Mesdames et messieurs, cette initiative s'inscrit dans le programme conjoint d'appui à la réforme de la PNC et traduit l'engagement commun du PNUD, de l'ONPOL et des autorités congolaises à bâtir une police moderne, efficace et respectueuse des droits humains, contribuant ainsi à une pacification durable et de la consolidation de l'état de droit. Je vous invite à vous impliquer pleinement, à questionner, à partager vos expériences, parce que vous en avez évidemment beaucoup, et vous approprier des outils qui vous seront présentés. C'est par votre engagement que nous ferons de la gestion axée sur les résultats un véritable lieu de modernisation et d'efficacité opérationnelle pour notre police nationale congolaise. Je salue la collaboration entre les parties prenantes de la réforme de la police et je remercie les partenaires techniques et financiers pour leur engagement constant. Au nom du représentant président du PNUD, j'adresse nos sincères remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo, particulièrement à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que à toutes les structures ouvrant pour une police professionnelle et au service des citoyens. Je vous remercie. Nationale congolaise qui va présider. Mesdames et messieurs, partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les officiers supérieurs, chefs de cellule de la population, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cet atelier sur la gestion axée sur les résultats et suivi évaluation des missions de la prestation congolaise. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la prestation congolaise, pour sa détermination à rendre la prestation congolaise davantage professionnelle et respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis une dizaine d'années, la prestation congolaise est engagée dans un processus de réforme qui vise sa professionnalisation et instaure un climat de confiance entre police et population. Cette dynamique implique quelques efforts majeurs tels que le renforcement de la performance institutionnelle par la population des approches modernes de planification et de suivi-évaluation afin d'assurer la traçabilité et le souci de rendre compte de ces actions. Les changements des mentalités afin de promouvoir les pratiques policières exemptées des stéréotypes d'abus de pouvoir et violence basés sur les genres, en intégrant une masculinité positive et une communication inclusive. Mesdames et messieurs, distingués invités, mon souhait le plus ardent est que la théorie du changement soit effective au sein de la population congolaise et que son personnel soit capable d'appliquer les notions de gestion axées sur les résultats et suivi évaluation, et aussi une culture organisationnelle inclusive et respectueuse des droits des citoyens. C'est alors la confiance de la population sera renforcée et accrue. D'où la performance institutionnelle améliorée nous conduira à la professionnalisation efficace et orientée vers la sécurisation des personnes et des leurs biens. Je tiens à remercier particulièrement notre partenaire du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle,
pour divers appuis à la police nationale congolaise. Ainsi, j'espère que cet atelier puisse renforcer notre engagement et notre effort commun et aussi servir de base à une mise en œuvre effective et efficace de la forme de la police nationale congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les partenariats entre les programmes de soutien pour le développement et la police nationale congolaise. Je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Merci beaucoup. Afin qu'à 13h30 qu'on arrive. Aujourd'hui, il est prévu en principe 5 présentations. 5. Et on a mis sur vos tables des agendas pour que vous puissiez voir un peu comment ça va fonctionner les 4 jours ici. Parce que cet atelier a 2 phases. Et puis simplement l'orateur viendra vous expliquer. Donc, je sais que vous êtes trop sollicités. Si on peut faire l'effort de mettre nos appareils en mode vibreur ou silencieux. Les installations hygiéniques pour se soulager, c'est vraiment vers la porte d'entrée à gauche. Un petit remboursement des transports que nous payons les derniers jours à tous les participants. La liste des urgences à circuler. Alors, il n'y aura qu'une seule liste pour les 4 jours. Donc, il y a 4 jours d'aujourd'hui. Et le continuera à signer cette durée de fonction vers circuler énormément de listes à gérer supérieur non. Monsieur le coordonnateur national de la cellule de réforme de la police nationale, Monsieur le directeur général des écoles de formation, Montgenard, Monsieur le secrétaire exécutif du secrétariat du comité de suivi de la réforme, Montgenard, Monsieur le directeur du service de santé, Montgenard, Monsieur le représentant adjoint du programme national, le programme des Nations Unies pour le développement, Messieurs et dames, les officiers généraux et supérieurs et subalternes de la police nationale congolaise, Madame la représentante adjointe de la MONUSCO, Messieurs et dames, le partenaire technique et financier, Mesdames et Messieurs les distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous commençons la deuxième partie de cette formation, de cet atelier. La réforme de la police nationale congolaise, engagée dans le cadre de plan d'action quinquennal de deuxième génération, vise à professionnaliser le corps policier et à instaurer une police républicaine au service des citoyens, respectueuse des droits humains et des principes démocratiques. Le programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise 2024-2028, 91 millions de dollars de budget, 5 résultats sur 10 provinces dans son axe de renforcement des cadres institutionnels, appuie la cellule de réforme de la police et les secrétariats exécutifs du comité de suivi de la réforme de la police dans leur mission d'opérationnalisation du plan d'action quinquennal deuxième génération.
et de planification stratégique pour la mise en œuvre de la réforme à travers l'appui à la mise en place d'outils de planification et de priorisation. Ainsi, la formation correspond à un volet capital de la réforme de la police. Elle renvoie à la professionnalisation du personnel de la PNC et du changement de mentalité et de comportement au sein de la police nationale congolaise. La présente formation trouve sa légitimité dans les missions légales et stratégiques assignées à la police nationale congolaise, ainsi que dans les engagements internationaux et nationaux de la République démocratique du Congo en matière de gouvernance sécuritaire et de respect des droits de l'homme. C'est-à-dire le cadre de la cellule de réforme de la police, le cadre du secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme et le cadre de l'IGPNC ainsi que le cadre du Conseil supérieur de la police sur la gestion axée sur le résultat, le suivi, évaluation des programmes et communication assertive. Comme objectif spécifique, fournir au cadre de la PNC des structures ci citées les fondamentaux sur la mise en place et la gestion d'un système de suivi et évaluation axé sur les résultats applicables aux projets, programmes et politiques de développement. Mettre à leur endroit, à leur disposition, les outils leur permettant de mettre effectif des gestions axées sur les résultats et suivi évaluation. Doter les cadres de la police des capacités leur permettant d'institutionnaliser la fonction suivi-évaluation dans leurs structures respectives afin de les rendre capables à faire fonctionner une cellule de violence sexuelle basée sur le genre et enfants dans leurs entités. Renforcer les capacités des cadres de la police en matière de communication assertive. Ce sont des formations saucissonnées en deux sections. La première section qui commence bientôt, du 12 au 15, sera axée ou a comme thème gestion axée sur le résultat, garde et suivi, évaluation pour une police performante. Qui va commencer bien sûr du 25 au 29, qui sera axée sur la masculinité positive et communication épicène par une police citoyenne et inclusive. Généraux, supérieurs et subalternes, mesdames et messieurs, distingués invités, nous exhortons aux participants d'être assidus à cette formation qui va se dérouler pendant 4 jours. Parce que les chefs ont dit
Et cette formation va nous permettre d'être compétitifs en tant qu'officiers dans les tâches ou la mission à laquelle vous êtes confiés. Mesdames et messieurs, voici en quelques lignes la synthèse des objectifs auxquels nous sommes assignés lors de cette formation pour la première section, la section 1 de ce renforcement des capacités. Monsieur le coordinateur national de la cellule de réforme, mon général, monsieur le directeur général des écoles et formations, mon général, monsieur le représentant adjoint du programme national, du programme des Nations Unies pour le développement, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé, je vous dis merci de votre attention. Et sur la thématique gestion axée sur le résultat, qui nous a déjà formés pendant beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il sera avec nous. C'est une chance en fait qu'il soit avec nous aujourd'hui, parce que compte tenu un chercheur sur les questions de développement. Donc, il y aura pour cette formation 4 intervenants dans la programmation en tenant compte des avantages des deux approches. Voilà. Merci. Peut-être qu'on va donner la parole à mon collègue pour commencer sa communication. À Kinshasa et dans l'unité chargée de renforcement institutionnel et des réformes. Et comme il a si bien dit, je suis chargé d'ouvrir le bac la thématique de la programmation basée sur les droits humains. C'est les droits humains. Donc, nous savons que l'éducation, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est très important. Et c'est sur cette base-là que rappeler un peu les notions en matière de droits humains, de droits de l'homme et voir la centralité des droits humains, la transversalité des droits humains. Je ne suis pas sûr que nous prenons cet atelier comme... C'est dans ce sens que, de façon participative, nous allons échanger. Nous n'allons pas faire un cours magistral. Et dans ce sens-là, nous pouvons commencer par... Zouzi Robert, directeur adjoint du service de la coopération policière internationale. J'entends par droit de l'homme les droits inhérents à une personne. Ça peut être les droits à l'éducation, les droits à la vie, toutes sortes de droits. Ce sont des droits liés à l'existence de la personne, à mon avis. Inaliénable à tout être humain, quelle que soit sa race, sa nationalité et conscience. C'est la faculté que la loi, d'une façon générale, reconnaît à toute personne d'accomplir certains actes déterminés. Et ces actes sont constitués de privilèges, de libertés, de mouvements, d'aller et de revenir. Ça, c'est la définition d'une façon large. Merci. Dans le cadre de cet atelier, parce que vous voyez que tout ce que les uns et les autres ont donné, c'est exactement cela, les droits humains, c'est ça les droits de l'homme. Donc, c'est une polysémie, on peut passer tout le temps, autant si on donne la parole à tout un chacun ici, chacun va donner dans ses propres mots, dans ses propres expressions, ce que veut dire droit de l'homme, ce que veut dire aux citoyens, ce que c'est que les droits de l'homme.
Et pour l'essentiel, comme les uns et les autres l'ont dit ici, on peut dire tout simplement que ce sont des droits qui existent en tant qu'être humain. Les droits de l'homme, ce sont des droits que nous avons. Pas parce que nous sommes plus riches que les autres, nous sommes plus grands en taille ou plus âgés en tant qu'être humain. Donc, la barre humaine. Le droit, voilà, mais ça fait partie des traitements inhumains. Ok? Parce que nous avons les problèmes d'abord la Constitution, mais nous sommes régis par ce qu'on appelle les droits positifs. Très bien. Les droits positifs reprennent tout ce qui est écrit, mais tout n'est pas écrit. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un adage qui dit en droit que les faits précèdent les droits. Parce que nous n'avons pas écrit tous les faits, mais au fur et à mesure que nous évoluons, la loi va s'enrichir. C'est ainsi que je l'ai dit, à côté de ce qui est écrit, à côté de la Constitution, nous avons aussi dans les droits positifs ce qu'on appelle les us et coutumes, qui sont aussi une source des droits. Et enfin, viendra plus tard la jurisprudence. Très bien. Merci. Merci. Nécessairement, c'est à travers donc les droits humains que la liberté, la justice et la paix peuvent être construites. Si nous vivons dans une société où nous ne pouvons pas nous respecter, quelqu'un vient, il se porte plainte, ainsi de suite. On regarde le code pénal, voilà, ainsi de suite. C'est ça. Mais en fonction de l'infraction, il y a plus les mêmes. Parce que quand on dit une violation, c'est une violation. Mais quand on dit une infraction, on peut dire que les droits humains sont itératifs. Itératif veut dire quoi? Nous faisons allusion à l'itération. Une itération, c'est un facteur qui, une fois bouleversé en amont, entraîne la désorganisation de tous les autres facteurs. Itératif. Ok. Merci beaucoup. Voilà l'enrichissement que je peux apporter. Merci. Merci, professeur. Par exemple, ça c'est entre juristes, on se comprend par rapport à ces choses-là. Mais souvent, quand le langage n'est pas accessible à quelqu'un qui n'a pas cette culture aussi, c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'il a si bien dit, les droits, les différents droits qu'on cite. Vous allez voir que, effectivement, on catégorise les droits humains. Alors que nous venons de dire que les droits humains doivent être compris comme un tout, n'est-ce pas? Mais ici, on vient dire qu'il y a 3 catégories de droits humains. Il y a les droits civils et politiques. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous les connaissez déjà, n'est-ce pas? Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs. Et il n'y a plus de suite. Celui qui veut, il fait, celui qui ne veut pas, ça le regarde. C'est ça. Mais là, on a dit, périodiquement, chacun doit pouvoir rendre compte. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les droits civils et politiques en RDC. Comment c'est mis en œuvre? Pour une période donnée, l'État doit pouvoir aller devant le comité des droits de l'homme pour dire. Et vous voyez tous les instruments avec leur comité. Alors, au niveau régional, comme je le disais aussi, au niveau africain, et à la charte africaine des droits de l'homme des peuples, le protocole à cette charte-là, qui est relatif aux droits des femmes en Afrique, la charte. Donc, respecter, ça veut dire que c'est l'État qui doit tout faire pour ne pas lui-même violer les droits, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas par le fait de l'État, ou bien par l'omission de l'État, que quelqu'un viendrait à être atteint dans son droit. Donc, c'est ce que ça veut dire, l'obligation de respecter. Même si l'État respecte lui-même les droits et qu'il laisse les autres faire, les autres ce sont les individus, ainsi de suite, les multinationales, tout le monde, s'il les laisse violer aussi les droits, c'est qu'il a manqué à cette chance. Ça rejoint la reddition des comptes et l'accès à l'information. Vous voyez que par exemple la sécurité ici, juste une parenthèse, dit en matière de sécurité souvent, quand il n'y a pas suffisamment d'informations.
Ça montre, donc cette pyramide va aux besoins d'appartenance. Ça montre, va aux besoins l'estime de soi, et ça monte jusqu'au niveau du besoin d'épanouissement. À son intérieur ou à leur intérieur, contient des besoins essentiels. Donc je pense à l'avenir, essayer un peu de réfléchir pour faire une jonction entre les besoins essentiels et approche basée sur le poids de l'homme. Ce qui s'est passé dans les années 80, c'est inclus dans ce qui s'est passé dans les années 90. Question de chiffrer et voir comment faire un rapprochement. À mon avis, dans l'approche basée sur le poids de l'homme, il y a un sous-ensemble de ce qui s'est passé dans les années 80. Voilà ma conclusion. Merci. Mis en place par un éminent économiste américain, Peter Drucker, et pendant longtemps, cette approche est restée du domaine, je dirais, privé, du domaine commercial, des années 60 aux années 90. Et c'est seulement à partir des années 90, on va voir tout à l'heure, vraiment aux années 2000, que son implantation s'est faite dans l'administration publique. Pourquoi la gare? La gare, elle n'est pas issue d'un économiste comme on l'a vu maintenant, Peter Drucker, elle est issue surtout parce qu'il y avait une pression des citoyens, de la société civile, pour une meilleure gouvernance, ce qu'on appelle la bonne gouvernance, ou la gouvernance améliorée, avec une meilleure gestion des fonds publics. N'oubliez pas qu'au Parlement ou au Sénat, il y a toujours une séance de questions et les députés rapportent les questions de leurs électeurs, des provinces, de leur village, de leur ville, et qui posent des questions. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent public? Est-ce que quand vous avez fait une construction d'une route, quand vous avez mis une école en place, quand vous avez mis un commissariat, quelle est véritablement la bonne utilisation à la fois des citoyens qui existent toujours encore actuellement? Ensuite, la nécessité d'orienter la gestion du secteur public vers l'atteinte des cibles de développement. Tout pays a un plan national de développement, comme la République démocratique du Congo. Et il est important de lier toutes nos actions vers des cibles de développement. La responsabilisation des agents de l'État, l'utilisation des données disponibles en vue d'améliorer les processus de décision. Le rôle accru de l'État, c'est dans la planification stratégique et le suivi et évaluation des performances